pour cogiter, quoique vous pouvez aussi très bien vous laisser porter tout de suite, sans réfléchir, par la musique de Chopin. Lui aussi s'est laissé prendre par la main dans le Berry, et ça lui a plutôt réussi. C'est l'inspiration. Le 1er juin 1839, Chopin a 29 ans quand il pose le pied sur le sol berrichon en quête d'un souffle nouveau. Malade chronique, tourmenté par les démons de l'exil, l'illustre compositeur polonais réfugié en France cherche à venir à bout de sa plus grande sonate et tourner la page d'un hiver douloureux. Arriver à Nohant, c'est comme arriver sur la terre promise. Et c'est passer justement de l'ombre à la lumière, du noir à la joie lumineuse. Donc tout change et tout bascule et une nouvelle créativité va voir le jour. Pendant les 7 longs étés que Chopin passe dans la maison de Nohant, choyé par son grand amour, la femme de lettres George Sand, l'artiste compose frénétiquement les 2/3 de son œuvre. Alors que la maladie l'essouffle, il puise dans la douceur du Berry son ultime bouffée d'air, celle qui le conduit aux partitions les plus abouties du mouvement romantique, scellant un lien fort avec ce territoire. Car la musique de cet enfant prodige continue de résonner chaque été à Nohant lors d'un festival qui lui est dédié. Nohant, nous voilà arrivés. Il faisait beau et les arbres, si nombreux ici, semblaient m'accueillir et frissonner de contentement autour de moi. J'avais l'impression d'entrer au paradis, entouré d'oiseaux qui chantaient à l'unisson de mon cœur, de ma joie. Les alouettes voltaient joyeuses vers le ciel, comme dans mon 19e prélude. Tels sont les mots de Frédéric Chopin lorsqu'il découvre le village dont George Sand lui a vanté les mérites. Nohant se trouve alors à plus de 30 heures de diligence de Paris, où les 2 amants se sont rencontrés 3 ans plus tôt. La romancière, qui vit de sa plume, a hérité en outre de sa grand-mère cette maison de maître du XVIIIe siècle, au confort bourgeois, embrassée par un immense domaine qu'elle entend mettre au service de son amant. Souffrant depuis l'enfance, Chopin est alors particulièrement affaibli et doit reprendre des forces pour composer. Elle l'installe dans ce qui est à l'époque le plus grand appartement de la demeure, scindé depuis en plusieurs pièces. Elle l'a vraiment logé comme un prince, on va dire. On avait vraiment une pièce très volumineuse, de belles ouvertures au sud, sur les jardins. Tout était pensé pour qu'il y soit parfaitement bien installé. C'est son petit chez lui, c'est son petit cocon. La maison est aussi confortable que le cœur de George Sand est généreux. On a vu qu'il y a toujours du monde, beaucoup de domestiques, beaucoup de bruit, parasites. Lui qui passe l'essentiel de son temps dans cette pièce, il faut qu'il entende un peu moins fort sûrement tous ces bruits embêtants. Du coup, elle a fait installer des portes capitonnées et ça devait bien insonoriser la pièce. C'est un des rares vestiges, on va dire, de la présence de Chopin dans cette maison. George Sand a 2 enfants qu'elle élève seule et couvre son amant d'un amour presque maternel. Chopin tente d'apaiser ses tourments en goûtant avec eux à une vie de famille qui, pendant 7 ans, est partagée entre Paris l'hiver et Nohant où il passe plusieurs mois l'été. À chaque fois, le piano à queue de Chopin fait partie du voyage. On le débarquait là, aux abords du jardin, sur la route des diligences. Chopin l'attend avec évidemment beaucoup d'impatience. George Sand nous raconte que la caisse monte dans la chambre et que le grand événement, c'était quand même le déballage de l'instrument parce qu'il était pressé de pouvoir évidemment s'en servir. Pour ouvrir un nouveau chapitre de création, il doit d'abord en terminer un, entamé quelques mois plus tôt lors d'un séjour aux Baléares qui s'est révélé pour lui une véritable torture. Dans l'hiver humide et froid de Majorque, alors qu'il se sentait mourir, Chopin a entamé une marche funèbre. Alors dans le grand parc de la maison, il soigne son âme meurtrie et stimule ses sens.
Le jardin est très vaste, il y a une multitude de fleurs, de plantes sauvages, il y a des pommiers aussi. Et puis il y a ce petit dieu panthéiste païen qu'avait inventé Georges dans sa jeunesse, la statue qui siège au milieu des bois, des sous-bois, et qui rajoute une touche un peu mystique. La nature, la solitude, le rêve. Les thèmes chers au mouvement romantique sont là et permettent à l'artiste de laisser parler ses sentiments et de trouver la force de reprendre sa sonate. En venir à bout, c'est guérir. C'est une audace aussi harmonique, rythmique, il y a tout. Et là, c'est vraiment la grande œuvre romantique, au sens classique du terme, de Chopin. C'est une réussite extravagante qui ressemble à aucune autre, mais c'est un diamant noir parce qu'il n'y a pas une goutte de lumière dans cette sonate funèbre, en fait. C'est vraiment un grand poème de la mort. Et pour autant, elle ouvre la main à une nouvelle créativité qui sera celle de Nohan, où là, les choses vont s'inverser et il y aura des œuvres enfin solaires et détendues, si je puis dire, qui vont venir sous sa plume. Et maintenant, la résurrection. Le soleil, dans ma vie comme dans mon œuvre. Nohan sera mon Italie, ma Venise champêtre, celle de la lumière et de la vitalité créatrice. Soleil majeur. L'oxygène que lui apporte Nohan, Chopin le doit aussi à la fougue de George Sand, femme de salon aimant s'entourer de beau monde. Le musicien introverti, issu de l'aristocratie polonaise, est ranimé par des amitiés naissantes et les échanges artistiques prolongés par des soirées d'été musicales au salon. On joue et on rigole beaucoup à Nohan. Ce sont des jeunes fêtards, les romantiques. C'est des jeunes gens qui ont 25 ans et qui pensent souvent à mettre le feu à la bourgeoisie et à la morale de l'époque. Donc en ce sens-là, il devait s'en passer des bonnes ici. Avec Delacroix, avec Pauline Viardot, l'immense chanteuse de l'époque, qui est venue aussi à Nohan aux côtés de Chopin. Son cœur réchauffé, le la bémol majeur devient la tonalité de la plénitude chez Chopin, à l'image de cette étude pour piano. On sent que c'est assez insouciant comme musique. Il n'y a pas tellement d'ombre. C'est plutôt, si ce n'est lumineux, en tout cas, c'est avec une certaine sérénité retrouvée, on va dire. Si l'enfant prodige de la musique a reçu une formation rigoureuse et maîtrise les formes classiques, Nohan le pousse à aller vers des formes nouvelles, portées par la modernité romantique. Il va écrire quelque chose qui n'a jamais été utilisé avant lui, ou en tout cas pas pour une pièce instrumentale. C'est ce qu'on appelle la ballade. Il va en composer 4. 2 sont composées ici, les 2 dernières. Ce sont des œuvres qui sont un peu des œuvres épiques, comme une longue histoire qu'on raconte sans jamais revenir finalement en arrière. Sa quête de liberté musicale fait alors écho à celle offerte par les longues promenades initiées par George Sand. La romancière fait découvrir aux musiciens les paysages de bocage-berrichon et de sous-bois qu'elle surnomme la Vallée Noire. Au départ de la maison, les amants se rendent jusqu'à l'imposante forteresse médiévale de Sarzay, au moulin d'Angibault, et se baignent parfois sur les bords de l'Indre. Pour George Sand, la campagne, c'est une cure de vitalité. Donc elle entend régenter un peu son monde à la promenade. Il faut qu'on aille respirer le bon air, il faut qu'on aille manger dehors, marcher au soleil. Chopin est fragile, malade des nerfs, ça tombe bien, il va falloir le sortir. Puisque ça lui réussit à elle, il n'y a pas de raison que ça lui réussisse à lui.
elle compte beaucoup sur le rire aussi. Sur le rire et la détente, les aventures, les petites aventures. Dormir dans la paille ou dans le foin. Et on imagine Chopin, qui a été quand même élevé dans la soie et dans le coton, se retrouver sur un lit de paille. Il y a vraiment que George Sand pour avoir des idées comme ça. Donc il faut imaginer les promenades avec George Sand sur un cheval ou à pied et Frédéric Chopin monté tantôt sur une mule, tantôt sur un âne, le bien docile âne du Berry, bien tranquille, bien paisible et qui suit un petit peu le convoi. L'une de ces épopées conduit les amants jusqu'au site des pierres jaumâtres, un monde minéral rempli d'un sentiment de désolation qui captive le musicien. C'est un site naturel absolument extraordinaire qui a longtemps passé pour un site druidique, qui est rempli de légendes. Et c'est peut-être ça qui a attiré George Sand et Frédéric Chopin ici. Mais c'est aussi l'idée qu'on est au bout du monde, c'est-à-dire au bout du Berry. Et c'est un lieu qui encore aujourd'hui est recherché parce que c'est un site qui est réputé énergétique. Ces pierres qui ont traversé des milliers d'années, qui sont toujours encore là, apportent l'énergie qui peut-être parfois peut nous manquer. L'énergie créative qu'il puise dans le Berry ne fait que grandir. Elle se teinte en revanche de nostalgie, car ces paysages de campagne éveillent en lui les souvenirs de sa Pologne natale, disparue sous le joug de la Russie. La souffrance de l'exil le ronge et son cœur s'emballe lorsque le Berry lui souffle à l'oreille des mélodies aux accents traditionnels. Dimanche dernier, c'était la Sainte Anne, fête de la patronne du village. Comme le milieu de la cour est à présent occupé par des massifs de fleurs, on a dansé devant l'église, sur le gazon. Les vielles à roues et cornemuses, comme celles des gars du Berry, résonnent souvent aux abords de Nohant. Ces bourrées berrichonnes font immédiatement écho pour Chopin aux musiques traditionnelles de son pays, les mazurkas. Ça va réveiller chez lui ce qu'il a pu connaître dans sa jeunesse quand il était adolescent, puisque ses toutes premières mazurkas, il les a composées, improvisées vraiment sur place, quand il était jeune, quand il avait 15 ans. À Nohant, à nouveau habité par ses mazurkas, il les réinterprète pour en faire jaillir de nouvelles, pas moins de 15 en 7 ans, à la fois enracinées dans la tradition et empreintes de modernité, dessinant un nouveau territoire musical, pont entre le Berry et la Pologne. Cette dernière mazurka qu'il va écrire, elle est très épurée, elle est très nostalgique, elle n'est pas très dansante. Et pourtant, pour lui, c'est une mazurka, c'est-à-dire c'est quelque chose qui résume l'âme polonaise. Ce jaillissement stimulé par la nostalgie est brutalement interrompu à l'été 1847. Le couple se sépare. Chopin perd celle qui le maintenait en vie, mais aussi le lieu qui l'avait soigné. Vidé de son souffle créateur, le génie de la musique s'éteint 3 ans plus tard, à 39 ans. Après Nohant, il n'y a plus rien en fait. C'est un nouvel exil, un exil de plus. Et c'est la perte de sa langue, la musique, qui n'existait concrètement plus qu'à Nohant.